on fait place à une autre façon de voir cette histoire, plus proche, dans une certaine mesure, de celles et ceux qui ont contribué, même si c'est de manière moins spectaculaire, mais tout aussi importante, à l'aventure, et notamment les femmes. Avec la mise à l'honneur de Katherine Johnson, la petite fille qui est devant, qui a largement participé aux calculs ayant permis l'envoi sur la Lune et le retour sur Terre d'Armstrong. À partir d'un livre inspiré par sa biographie et écrit par Carole Trébor, qui est là, une lecture théâtrale va nous jouer, elle va nous expliquer le principe, par deux comédiens que je laisserai se présenter. Puis l'autrice complétera et nous passerons aux questions, peut-être un peu plus tard que d'habitude. Voilà, je laisse la parole à Carole pour expliquer le principe. Voilà, donc ça c'est le roman qui est sorti en poche. Combien de pages jusqu'à la Lune, ça s'appelle comme ça. Je vous expliquerai pourquoi après la lecture. Donc effectivement, par rapport à tout ce que vous avez déjà appris au cours des autres séances, là l'idée, et ce qui peut être intéressant, c'est de voir la manière dont j'ai romancé une vie déjà, parce que c'est toujours un principe étonnant de se dire comment on réussit à romancer la vie de quelqu'un qui a vraiment existé. Et ensuite, ce roman, il est beaucoup focalisé sur l'enfance, l'adolescence, la jeunesse de Katherine Johnson, donc tout autour des problématiques de ségrégation et de tous ces obstacles qu'elle surmonte en tant qu'enfant, puis jeune fille noire américaine dans un pays complètement ségrégué, et aussi comment elle arrive à s'imposer à la NASA, ce qui est une cause perdue a priori, parce que comment une femme noire peut-elle réussir à être une de celles qui calculent les trajectoires des fusées qui vont dans l'espace. Et donc le livre montre un petit peu vraiment, montre même complètement comment elle va petit à petit réussir à s'imposer alors que rien n'était gagné. Elle n'avait le droit que d'être ce qu'on appelait une calculatrice de couleurs, on appelait Colored Computers en anglais. Et en fait, elle arrive à faire ses preuves grâce à son génie en mathématiques. Donc là, ce que vous allez voir au départ, c'est une lecture théâtrale qu'on tourne. Le grand format était sorti en 2019, donc ça fait maintenant 6 ans qu'on tourne cette lecture théâtrale. On a fait une centaine de représentations dans des collèges, dans des lycées, dans des salons du livre, dans des médiathèques. Et donc on est très content de venir là pour l'Université populaire pour la présenter dans ce cadre. Les deux comédiennes, donc Sarah Dautin et Adrien Madinier, font partie d'une compagnie qui s'appelle Carrelage Collectif, avec laquelle je travaille depuis justement 6 ans, qui fait des lectures théâtrales de plusieurs de mes romans, notamment celle-ci, parce que beaucoup de profs, on pourra en parler si vous voulez après aussi, sont très preneurs de cet angle sur les femmes scientifiques et de cet éclairage de la conquête spatiale sous un autre angle, comme disait ma mère. De montrer aussi tous ceux qui sont dans l'ombre de toute cette histoire, derrière les astronautes qui sont les grandes stars, et en plus il y a eu tout un travail de communication autour justement et de starification des astronautes aux États-Unis, ce qu'ils n'ont pas tous bien vécu, notamment Neil Armstrong, qui n'était pas ravi d'être mis dans la lumière comme ça. Donc là, vous allez voir des extraits du roman, notamment sur l'enfance, puis sur ce moment de la conquête de la Lune. Donc ne vous étonnez pas, c'est partial, il y a des grosses ellipses, mais ça vous donnera vraiment une idée très intime, très incarnée, parce que les comédiens font un vrai travail théâtral, de toute cette enfance de Katherine Johnson et de l'ambiance de la NASA, et vous verrez que dans leur interprétation, dans leur mise en scène, ils prennent beaucoup de liberté, et ils donnent un ton qui plaît, et qui va aussi interpeller beaucoup des adolescents, un public qui n'est pas forcément sensible à la lecture. Voilà. Donc je vous demande toute votre attention, éteindre vos portables pendant la lecture, et je vous dis à tout à l'heure. Printemps 1921. 3 plus 3 égale 6. Bien. C'est de scientifique. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est quelque chose. Difficulté au fur et à mesure, mais sur celle-là, c'est ok, super. Il y a un temps de réaction qui est de voilà, 6, 7, 8 secondes, qui est vachement bien. Ouais, c'est très bien, c'est très bien. En ce matin de printemps, Catherine fut réveillée par la lumière du soleil et le chant des oiseaux.
Comme d'habitude, elle était la première debout. Et là, c'était dimanche. Horace et Margaret n'allaient pas à l'école aujourd'hui. Elle et Charles ne resteraient pas à la maison toute la journée à les attendre. Les yeux brillants, elle se projeta avec jubilation le film des heures à venir. D'abord, comme tous les dimanches, la famille partirait à l'office à l'église. Ensuite, on irait manger des pancakes chez Granny's. C'est des crêpes. Parce qu'il y a peut-être des non-anglophones, des crêpes chez une grand-mère. Voilà, c'est juste... Voilà. Je me permets. Puis, faire une promenade dans la forêt. Peut-être papa et maman l'autoriseraient-ils à tremper ses pieds dans la rivière. Et ils feraient ensemble un grand bouquet de savage flowers. C'est des fleurs sauvages, voilà. C'est des fleurs, des pâquerettes, des marguerites, des rhododendrons sauvages. Voilà, il n'y a pas besoin de Voilà. fleurs Euphorique, elle se précipita dans le lit de ses parents, se glissa entre eux et cala sa frimousse en face de celle de son père. Yes, ouais. Papa, on fait le jeu? Quel jeu? Bah dis-moi, 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3, 2 plus 4. Pas de 2 plus 1. 3. Catherine avait presque 3 ans et elle n'avait même plus besoin de se servir de ses mains pour calculer jusqu'à 2 plus 5. Eh ouais. Bon, après, elle comptait sur ses doigts et vraiment, elle trouvait ce jeu hilarant. Elle attendait d'autres chiffres, mais vite, que faisait son papa? Il s'était pas rendormi quand même. Papa, donne-moi d'autres calculs, allez. Ouais, 2 plus 6. Elle compta très vite, pouce, index majeur, annulaire, auriculaire, pouce. 8. Ils continuèrent à faire des additions pendant 20 bonnes minutes. Catherine était insatiable. Maman, on peut manger des peaches and syrup? Des pêches avec du sirop, pardon, des pêches avec du sirop. On va peut-être arrêter les anglicismes, des pêches avec du sirop. Ok, c'est bon pour tout le monde? Après un copieux petit déjeuner, la famille se rendit à l'église. Oui. Les filles, the girls, Non. avaient mis leurs jolies dresses Non, du dimanche en coton blanc. Joshua était tiré à faux épingles personne comprend. avec son veston et sa cravate Non, qu'il ça veut rien enfilait dès qu'il allait en ville, in the street. In the town, Et in les the- ça, c'est two même pas le boys monde. portaient leurs plus belles chemises, tengo la camisa negra. C'est de l'espagnol, Et c'est de ils l'espagnol. marchèrent des working in the Non, street non. poussiéreuse, Non, mais- bordés Tu de me vieux prends un accent, tu hommes prends juste un accent, entre là. les maisons blanches Pas- de White House, Non, des mais non, mais ça n'a rien à voir. hortensias C'est et juste des des maisons qui sont blanches. rhododendrons C'est pas- bon, fleurissaient le dans groupe les de jardins. fidèles grossissait au fur et à mesure qu'ils approchaient de la jolie paroisse en briques. Et notre entente est très bonne, ne vous en faites pas pour ça. Dont le clocher se dressait fièrement au-dessus des toits. Les femmes de leur communauté portaient toutes un petit chapeau. Catherine admira les tissus des robes, leurs motifs géométriques, les carreaux jaunes sur fond bleu, les triangles verts sur fond beige. Un homme cracha un liquide marron aiguillant juste devant elle. La petite recula vivement, s'agrippa à la main de sa mère, mais ne t'inquiète pas, ma chérie, c'est juste du jus de tabac. Pendant le sermon, la fillette se concentra sur les personnages des vitraux. La voix du pasteur résonnait, mélodieuse entre les murs. Le sens de ses mots lui échappait et elle se laissait bercer par ses intonations convaincantes. Les visages vibrants de ses parents l'impressionnaient. Il devait sûrement raconter des choses très importantes, le pasteur. Mais elle attendait le moment où ils allaient se lever et chanter et taper dans les mains. Ah, ça, c'était le mieux. Son regard glissa le long des dos alignés devant elle, puis elle tourna la tête. Il y en avait du monde dans l'église. Catherine, arrête de gigoter. Elle s'amusa One, alors à compter le nombre two, de personnes dans sa rangée. three, Elle le fit en anglais. four, Non. five, Puis dans celle de devant six, et encore de devant. Enfin, les voix seven, entonnèrent à l'unisson les louanges eight, du Seigneur. 9, Le visage de 10, Margaret 11, reflétait sa ferveur. À 12, 8 ans, elle rêvait déjà de 13, participer à la chorale. 14, À côté d'elle, la tête 15, penchée vers le creux de sa main, 16, Charles surveillait la coccinelle à qui il venait de sauver la vie. Elle avait bien failli se 17, faire écraser par la dame 18, juste devant 19, lui. Quelques minutes plus 20, tard, la 21, sœur, petite 22, sœur, connaissait déjà le nombre de fidèles 23, rassemblés 24, dans l'église. 25, C'était si simple pour Catherine. 26, 27, Elle entendait une fois un nombre, elle s'en souvenait. 29, Elle savait la 30, quantité qu'il 31, désignait. Il lui devenait aussitôt familier. 32. Combien? 32. Waouh! Elle n'était plus un bébé. À la fin de l'été, elle aurait 3 ans. Cependant, sa mère lui avait expliqué que l'école ne commençait qu'à 6 ans. Des cris de Amen. Alléluia. Loué soit son nom. ça, on aurait pu le faire en anglais, par exemple, retentissaient. Oh, Catherine happy continuait à day. réfléchir. 3 plus 3 égale 6. Il lui faudra encore Oh, attendre happy 3 ans day. pour aller à l'école. Alors que Charles, lui, irait When dès la prochaine rentrée. Il avait trop de chance. C'était trop injuste. Ses jambes s'agitèrent. Margaret fronça les sourcils. Horace jeta un coup d'œil amusé à leur Benjamin. Tu fais la tête, Catherine? Tu Non, t'ennuies? je veux aller à l'école quand j'aurai 3 ans, en même temps que Charles. Mars
1925, atteindre la Lune. Cette nuit-là, le vent se déchaîna sur les montagnes, secouant les toits, faisant grincer les portes. Les yeux grands ouverts dans le noir, Catherine se demandait quelle était la vitesse du vent et si sa force pouvait soulever leur maison. Cette pensée l'inquiéta. Les battements de son cœur s'accélérèrent, elle se leva tremblante. Joshua entendit ses pas et se redressait déjà dans son lit quand la silhouette de la fillette apparut à la porte de leur chambre. Papa! J'arrive, ne réveillons pas ta mère. Le vent berce ses rêves. Il prit sa petite par la main. Dans le salon, il rajouta un peu de bois et de charbon dans le poêle. Catherine regarda les flammes qui renaissaient des cendres. Puis Joshua amena sa fille dans la cuisine où il lui servit un verre de lait. « Bois, ça t'apaisera. Le vent va se calmer dès demain matin. » Ah bah comment tu sais? Quoi? Mais chut, Pardon, c'est bon. Ok, oui, bah d'accord, j'ai pas fait exprès, c'est bon. Tu peux poser des questions, oui, ouais. C'est un vent d'est. Il va continuer sa route vers les terres sans faire de dégâts. La parole du père était sacrée. Jamais Catherine ne l'avait entendu se tromper. Il connaissait les arbres, les vents et les animaux mieux que personne. Elle se sentit tout à coup soulevée de terre et il s'assit sur ses épaules face à la fenêtre. Yes! Yes! Ah non. Ah bah c'est non, écrit. non. Ah, l'autrice est là. Donc là, je Non. pense que si on ne fait pas, excusez-moi, On a mais dit qu'on le faisait plus c'est parce un que- non-sens. Non, mais moi j'ai Allez, hop! J'ai un rendez-vous médical. Il la soulève de terre sur ses Ok, épaules, ok. Adrien. Bon, C'est pas, ouais, j'invente ça pas va. là. Non, oula. Oula, attention, attendez. Oula. Ok. Hi! Aïe! Oula. Regarde ma fille. Tu vois les arbres qui dansent sur les crêtes des... Non, Faites les arbres, vous pouvez faire un minimum. je vois pas d'arbre. Si, là, c'est les arbres. Voilà, c'est ça, les mains avec Oh, les... des arbres! Voilà, super. Un palomarbre! Voilà, c'est ça. Oui, c'est bien. C'est génial. Vous serez dans le prochain spectacle de Madame Moujon. Waouh. Est-ce qu'ils ont peur des bourrasques? Bah non, on dirait pas. Le non. vent va leur donner un coup de balai sur les cimes. Les pins en profitent pour se refaire une beauté. Leur voix et leur coiffeur à domicile leur fait la boule à zéro. Elle éclata de rire. Toute peur oubliée. Les mains appuyées sur le crâne de Joshua, elle se pencha en avant pour apercevoir son visage. Gigote trop, ma chérie. Elle était d'accord avec sa maman. Son papa avait un grand cœur. Ouais, c'est ça. Un jour, elle et ses frères seraient aussi grands en taille que lui et ils avaient des grands cœurs eux aussi. Ils avaient donc un grand cœur parce qu'ils étaient grands. Mais non, impossible. Sa maman était très gentille, mais elle était toute petite. Non. Et Catherine avait 6 ans et demi. Elle était bien trop vieille pour croire à des hypothèses aussi peu crédibles. Toujours calée sur les solides épaules de son père, elle admirait les arbres, ondulés comme une mer agitée sous le halo de la pleine lune. Et la lune, pourquoi le vent ne la fait pas danser? Elle est trop loin, le vent ne l'atteint pas. Et combien d'arbres il faudrait pour aller jusqu'à la lune? Moi, je sais pas, il faudrait au moins raser toutes les montagnes du comté. Mais la lune, elle ne bouge jamais. Aussi, elle tourne autour de la Terre, et la Terre, elle tourne autour du Soleil et sur elle-même. Mais alors pourquoi on s'en rend pas compte? Ouais, parce que la Terre tourne sur elle-même, ainsi tout objet à sa surface tourne à la même vitesse. Toi, les arbres, notre maison, tout. Hein. Même Missana? Oui, même ta maîtresse. Hein. On sent comme si tout était au repos parce que tout tourne à la même vitesse que la Terre. D'où notre impression d'immobilité, c'est pas sorcier. Mais comment est-ce qu'on a su que la Terre tournait si on ne le sent pas? Joshua sourit. S'il n'y prenait garde et se posait des questions toute la nuit, il avait beaucoup de travail le lendemain matin, surtout si le vent avait cassé des barrières, fait tomber les tuiles des toits. Les voisins, je lui demanderais comment il avait de l'aide. Il ne devait pas se laisser piéger par la curiosité impulsive finie de sa petite. On en reparlera demain matin, Catherine. Il est 2h du matin. Tu dois être en forme à l'école. Surtout que ta maîtresse songe à te faire sauter une nouvelle classe et que moi, je dois aller voir un kiné d'urgence. Catherine hocha la tête, gravement. Son père savait reconnaître l'heure qu'il était à la couleur du ciel, quel que soit le moment de la journée ou de la nuit, ou quelle que soit la saison. 2h du matin, c'était sacrément tard. Et si j'arrive pas à m'endormir, je fais quoi? T'as qu'à imaginer que tu vas sur la Lune, tu me raconteras à quoi elle ressemble. D'accord? D'accord. Mais je dis pas ça contre toi, je dis ça pour mon dos.
Couchée sur son lit, Catherine n'arrivait absolument pas à dormir. Elle essaya de se rappeler le nombre d'arbres abattus par son père durant l'année. Dans sa tête, elle les empilait les uns au-dessus des autres et s'imaginait ensuite en train de les escalader pour atteindre la lune. 44 ans plus tard. Du 16 au 20 juillet 1969. Un petit pas pour l'homme. Le jour s'était levé sur les monts Allegheny. Dans la ville de White Sulphur Springs, Joshua, Joylette et leur fille aînée s'installèrent devant leur petit poste de télévision dès 9 h du matin. Margaret, qui habitait à côté, les avait rejoints pour assister avec eux à cet événement exceptionnel dans leur famille et dans le monde entier. Oh, je n'aurais jamais deviné qu'on verrait un jour à quoi ressemble la Lune d'aussi près. Et dire qu'il y a quelques années, avant les premières photos prises par les astronautes, nous ignorons même à quoi ressemblait la Terre. Attendez, n'allez pas trop vite. Le vaisseau n'est pas encore arrivé sur la Lune, il n'a même pas encore décollé. Ah, ça y est, regardez, on voit la fusée à Cap Kennedy. Joshua pointa un doigt vers l'écran. Au bord de l'Atlantique, en Floride, le soleil éblouissant éclairait l'immense fusée immobile. Le vieil homme se pencha pour s'approcher de la télévision, comme s'il voulait rentrer à l'intérieur. Elle pèse 3000 tonnes, mesure 110 mètres. Vous imaginez la puissance du moteur et les tonnes de carburant nécessaires pour lancer un engin pareil à 80 ans. Il s'était pris de passion pour l'aérospatiale. Il était incollable sur les caractéristiques techniques des fusées. Depuis qu'il ne travaillait plus au Greenbrier, il dévorait toutes les revues que Catherine lui envoyait régulièrement et adorait qu'elle leur révèle en avant-première ses projets en cours quand elle n'était pas tenue au secret. Joshua fixait l'écran. Les panoramas sur le site de lancement étaient entrecoupés de gros plans sur les réacteurs et de vues plongeantes sur la fusée. Il ne perdait pas une miette des commentaires du présentateur. Témoin, 2 minutes et 10 secondes. L'objectif des astronautes d'Apollo 11 aujourd'hui est la Lune. Au décollage, elle sera à 350 916 km. Comme il a dit, Oui. de nous. Nos tableaux de bord indiquent que les réservoirs des 2e et 3e étages sont pressurisés. Les astronautes rapportent qu'ils se sentent bien. Bien. Témoin, 25 secondes. Joshua se trémoussa sur son fauteuil. Reste ici, Margaret, il reste 25 secondes, tu risques de rater le décollage. Le compte à rebours commença, et devant leurs yeux fascinés, tous les moteurs se mirent en marche. Une trombe de flammes et de fumée jaillit à la base de la fusée, et le monstre s'élança vers le ciel. Le présentateur déclara alors aux millions de téléspectateurs: Neil Armstrong confirme la bonne exécution du roulis et du tangage qui vont placer Apollo 11 sur la bonne trajectoire. Yes! Oh, Joshua, Joylette et Margaret frémirent d'émotion. Cette trajectoire, c'était Catherine qui l'avait calculée. Depuis une dizaine d'années, leur fille n'avait pas chômé avec la NASA. Avec son équipe, elle avait dû mettre en équation le mouvement d'une fusée lancée d'un point au sol afin qu'elle décrive un mouvement elliptique autour de la Terre puis qu'elle retombe à la bonne distance. Ça va? Avec ténacité, son vieux père s'était approprié les critères à déterminer avant le lancement de la capsule d'Alan Shepard en 1961, puis du vaisseau de John Glenn en 1962. Il avait pris des notes sur de nombreux carnets pour être sûr de ne rien oublier. Il les consultait régulièrement et les complétait au gré des informations qu'il glanait auprès de Saint-Benjamin. Il avait ainsi réussi à comprendre le sens global des missions scientifiques de sa fille. Les termes des équations sur lesquelles elle travaillait étaient bien trop complexes pour lui, mais celle-ci lui permettait de déterminer les liens entre les paramètres de vol qui variaient au fur et à mesure du temps passé dans l'espace. L'altitude, le poids, la masse de carburant, la résistance de l'air, la quantité de gaz brûlé et leur vitesse d'éjection, la vitesse du vaisseau, l'angle de la fusée avec l'horizontale quand les moteurs étaient coupés lors de l'orbite, sans parler du freinage au retour lors de sa rentrée dans l'atmosphère. Ensuite, il était possible de calculer la valeur de l'un ou l'autre en fonction de ce qui était mesurable empiriquement. Joshua avait conscience des enjeux que représentaient les résultats de Catherine et des responsabilités toujours plus importantes qu'elle avait endossées en près de 10 ans. 4 jours plus tard, le 20 juillet, Catherine, entourée d'une assemblée de membres de l'ACA, déjeunait dans l'élégant restaurant d'un hôtel du nord-est de la Pennsylvanie. Le paysage lui rappelait White Sulphur Springs et une brise fraîche soufflait le soir sur les arbres. Mais Catherine, elle,
ne respirait plus. Elle ne respirait plus depuis le matin du 16 juillet, date à laquelle, à 9h32 précise, la fusée Saturne V avait décollé de sa fenêtre de lancement. Non seulement elle se sentait responsable des 3 astronautes qui avaient engagé leur vie, mais au-delà des enjeux politiques et militaires, elle se sentait aussi liée à eux. Une même curiosité les unissait depuis le début de la conquête spatiale, eux à bord de leur vaisseau, elle devant ses tableaux de chiffres. Même si elle s'était sentie concernée par la menace soviétique, comme tous les Américains, elle avait été guidée d'abord par la passion de l'inconnu, celle qui sépare les explorateurs en quête d'espace à découvrir et de mystères à percer, celle qui leur insuffle ce mélange de folie et d'héroïsme à l'origine des plus grands exploits. Cette curiosité était ancrée en elle depuis l'enfance. Et le temps qui s'écoulait avec son lot d'événements imprévisibles ne l'avait jamais altérée, au contraire. Elle se demanda soudain ce que ressentaient les 3 astronautes en contemplant la Terre de tout là-haut. Catherine consulta fébrilement sa montre. 13 heures. Il avait fallu 70 heures au vaisseau pour entrer en orbite autour de la Lune. Apollo 11 en faisait le tour depuis une vingtaine d'heures. Dans sa tête, la courbe du vol se dessinait en simultané de la progression des astronautes. Ils avaient déjà tourné 12 fois autour de la Lune et devaient avoir entamé leur dernière ellipse, oui. Bientôt, le LEM... Ah! Mais qu'est-ce que c'est ça, le LEM, Adrien? Je suis hyper content que tu poses la question. Le LEM, c'est un sigle, Lunar Excursion Module. Alors attention au mot excursion, parce qu'ici on est dans l'espace et on n'est pas en rando dans les Cévennes. Je l'adore, celle-là. Je l'adore. Bref, le Lunar Excursion Module, c'est un module, une petite fusée dans la grande fusée. Ça permet tout simplement aux astronautes d'allunir. Si vous voulez, c'est un peu comme un porte-avions qui supporte des avions. Un petit vaisseau à l'intérieur du grand vaisseau. En fait, en gros, c'est comme si on mettait sa voiture pour aller, par exemple, en Angleterre dans un paquebot, que la voiture allait en Angleterre, tandis que le paquebot, lui, reste dans la mer. Exactement, l'exemple est très juste, Sarah. Décidément, tu fais bien de m'accompagner dans ces séances. Mais oui. N'hésitez pas à me redemander s'il y a un nouveau sigle sur lequel vous butez, par exemple SNCF, qui sont une société d'organisation de train. Nous n'y manquerons pas. Merci. Bientôt, le LEM, donc, merci encore Adrien, je vous en prie, se séparait du vaisseau de commande, pourvu que cette étape se déroule aussi bien que le lancement de la fusée. Un serveur déposa une part de tourte de patates douces devant elle. La cuisine est vraiment délicieuse ici. Ouais, c'est copieux, ouais, c'est préparé comme à la maison. Moi, ma mère, elle fait ça. Elle fait une espèce de tourte avec Catherine des patates dans lesquelles pas elle met une volaille. vraiment leurs paroles, mais sans elle la les déplumer. entendait. C'est le four lui-même qui la déplume. Et chose assez rare, le pain de maïs était effectivement aussi bon que celui de ma mère. Et elle s'était forcée à en avaler un morceau. Mais les mérites culinaires des restaurateurs... Ne retenez pas davantage son attention. Elle mourait d'impatience de retourner au salon de l'hôtel pour apprendre à la radio les dernières nouvelles du vol. Catherine, tu n'aimes pas ton plat ? Elle tritura la garniture avec sa fourchette. Une boule à l'estomac lui coupait définitivement l'appétit. Elle ne mangeait pas plus qu'elle ne dormait depuis 4 jours. Neil Armstrong estimait qu'ils avaient 90% de chances de revenir vivants. À bord du vaisseau, tout s'était enchaîné à la perfection jusque-là. L'ordinateur s'était occupé de la mise en orbite d'Apollo 11 autour de la Lune et le vol se déroulait dans la plus grande fluidité. Il n'avait pas besoin de piloter. Serein, le commandant admira encore le relief tourmenté de la Lune. Les montagnes, on dirait des monstres. Ah, les cratères sont énormes, vous avez vu ça? Les 3 astronautes avaient passé leur dernière journée en orbite, à contempler la géographie lunaire et à scruter le site prévu pour leur alunissage à chaque passage. L'heure de la séparation était maintenant imminente. Il est temps de préparer le détachement entre le module lunaire Eagle et le vaisseau Apollo 11. Je suis prêt, commandant, Répondit Michael Collins. Ce dernier les attendrait dans le vaisseau de commande qui resterait en orbite autour de la Lune. Après les dernières vérifications d'usage, Neil activa les systèmes électriques et transféra les informations, c'est sur disquette, ça, je t'en prie, merci beaucoup. de rien, sur leur trajectoire. D'une certaine façon, leur plongeon vers la Lune était pour lui le début de la véritable aventure. D'autant que la réussite de l'alunissage était la partie la moins sûre du voyage. Buzz, Ouais. tu m'entends? Ouais, je t'entends, ouais. Bah dis donc, la pesanteur n'est pour rien dans la circulation du son, on s'entend très bien. Certainement pas. Il est temps de s'installer dans le cockpit du LEM, Buzz.
Tu te souviens de ce jeune homme qui a très bien expliqué ce qu'était le lemme? Bien sûr qu'il était formidable, ce jeune homme. Et la jeune femme qui l'accompagnait complétait à merveille son explication, notamment c'est avec vrai. cette image du ferry. Oui, tout à fait, oui. Bon, allons nous installer maintenant dans le cockpit du lemme, si bien expliqué par ce jeune homme et cette jeune femme. Allons-y. Ok, les gars, j'active la séparation. Mes petits loups, faites attention sur la lune. Chou, 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 fusée, buzz. Star Wars. Catherine avait quitté le restaurant avant ses camarades de la sorority et s'était collée au poste de radio où s'enchaînaient les commentaires plus ou moins pompeux de journalistes plus ou moins compétents. Et Michael, est-ce que vous me recevez? C'est à vous l'antenne, vous êtes en direct dans 3, 2, 1, c'est maintenant. Oui, Elisabeth, je vous reçois très bien, effectivement, ici, à Cap Canaveral. Tout se passe comme ça devrait se passer. La forme oblongue a quitté le... Je suis journaliste sportif, moi, en fait. Enfin, je veux dire, à la base, je commande du patin à glace et je suis fan de Philippe Candeloro. Devant elle, la télévision ne montrait toujours aucune image du vaisseau. Elle trépignait d'impatience. Elle sortit fébrilement un carnet et un crayon de sa poche. Elle avait besoin de revérifier une énième fois ses calculs afin de retrouver son calme. Les paramètres et les variables de décollage et d'orbite avaient été bien maîtrisés. Mais il n'était que 14 heures. Et le plus dur restait à faire. L'alunissage était une étape complexe et incertaine. Il restait encore tant de risques à affronter. Il était impensable qu'elle s'apaise. Son cœur battait la chamade au diapason de celle des astronautes. Mise à feu du moteur de descente. Enclenché. Oh, Neil avait eu de mauvaises expériences de situation dans l'alunissage sur Terre. Les appareils étaient difficiles à manier, imprécis dans leurs mouvements. Ils avaient même failli brûler vifs lors d'un essai. Leur module se stabilisa à environ 15 km de la surface lunaire. Le commandant vérifia le radar de descente, consulta ses données, ses propres calculs, les chiffres concordaient. Prêt? Mise à feu! Il enclencha la seconde mise à feu et le lemme commença à tomber en chute libre vers la lune. Ah, l'ordinateur gérait toujours le vol. Pour l'instant, leur appareil suivait les trajectoires tracées à partir des équations de la NASA. Mais Neil restait sur le qui-vive. Personne ne connaissait la surface lunaire. Il faudrait qu'ils reprennent les commandes avant qu'ils atterrissent, qu'ils s'adaptent au relief. Il ne pouvait, pour ne pas s'écraser. Mais il était prêt à manœuvrer Eagle. Le robot. Il régnait maintenant dans le salon de l'hôtel un brouhaha animé. Et moi, ma sœur, en fait, il se trouve... Catherine n'était plus seule sur son canapé rouge. Une polémique agitait ses consoeurs assises. Je suis désolé, dans leur l'importance confortable accordée à la victoire spatiale est démesurée par rapport aux problèmes réels des gens sur Terre. L'autre jour, je sors de chez moi, j'ai une porte de garage, il y a un écriteau marqué « Interdiction de se garer ». Il y avait qui devant ? Une voiture, hein? Donc on va pas commencer à me dire que ce problème-là, ça va être résolu par deux pecnos qui vont descendre sur une espèce de map-monde qu'on observe avec un télescope. Mais vous hallucinez complètement là, deux pecnos, peut-être qu'il y a des habitants sur la Lune, je sais pas. Tout ça, c'est pour battre les soviétiques dans une course à l'espace, parce qu'on la connaît, hein, la guerre entre un bloc puis l'autre. On a joué à Pac-Man. Voilà, Hein. Non, mais je joue à rien, madame. Voilà, taisez-vous! Ce que vous dites est vrai. Mais vous ne pouvez pas nier que ce voyage sur la Lune est fascinant. Oui, dans ce sens, oui, c'est pas... Ah oui, c'est une des plus grandes aventures humaines. Oui, c'est vrai, j'ai pas... Ah oui. Ouais, Pensez à toutes les avancées scientifiques qui pourront en découler, améliorer la vie des hommes et des femmes dans le futur, qu'ils soient blancs ou noirs. Ça, je n'ai pas dit. Ses consoeurs reconnurent qu'elles étaient quand même intriguées par cette épopée. J'ai reconnu. Voilà. Merci. Les images de la Lune seraient bientôt transmises en direct dans le monde entier. La Lune, enfin quand même, c'était pas rien, quoi. J'ai pas dit ça, mais je veux dire, le mec qui se garde devant ma porte de garage, c'est pas rien non plus. Et plongée dans ses pensées, Catherine, elle, se rappelait toutes les étapes qu'elle avait franchies en 12 ans depuis ce 4 octobre 1957, où les Soviétiques avaient lancé Sputnik 1, le premier satellite artificiel de la Terre. La panique s'était alors emparée de l'Amérique. L'ennemi rouge dominait le ciel. Il pourrait envoyer ses missiles sur les États-Unis à tout moment.
Les Russes avaient de nouveau devancé les Américains en envoyant leur cosmonaute Yuri Gagarin dans l'espace en avril 1961. La recherche aérospatiale avait alors pris l'allure d'une course effrénée aux étoiles. Le premier homme dans l'espace venait du RSS, mais le premier homme sur la Lune serait américain. Quand je pense qu'il y a encore 12 ans, la recherche aérospatiale était considérée comme de la science-fiction. Tes collègues de la NACA s'y connaissaient quand même un petit peu, non? Non. Quand la NACA est devenue la NASA, mon département a été chargé d'établir les équations pour tracer les trajectoires des capsules spatiales. Mais nous ne partions de rien. Non, mais comment ça, de rien? Et il n'existait aucun manuel d'ingénierie aérospatiale. On avait quoi? Un papier, un stylo, et puis c'est tout. Oui. Et puis là, c'était dans notre tête. Il n'y avait pas, on devait tout imaginer. un bâtiment ou Rien, on donc était dans la rue, à la base, oui, voilà, bah oui, au sol, et on traçait comme ça. Ah oui, sur du sable Bien ou sur sûr, des... comme des artistes. Ah oui, on ouais, avait, voilà, notre oui. imagination, et c'est tout. Ok. Et c'est tout. Ok, oui. La vache. Discuter lui fit du bien. Elle en oublia un instant le trac qui la submergeait. Les astronautes devaient être en train de faire leur manœuvre pour allunir. Elle avait peur pour leur vie. Personne à la NASA n'avait oublié la mort tragique des 3 hommes dans le module de commande d'Apollo 1, 2 ans et demi plus tôt. Cela restait un traumatisme. Et même si Catherine n'avait aucune responsabilité dans le déclenchement de l'incendie de leur fusée, son anxiété pour les nouveaux pilotes s'en trouvait décuplée. Le module lunaire avait commencé à basculer lentement vers l'avant lorsqu'une alarme stridente retentit. Neil Armstrong se pencha vers le panneau de bord où une lumière orange clignotait. Il croisa les yeux de Buzz. Damned! Ni l'un ni l'autre ne savait à quoi correspondait cet avertissement. Alarme 1202, signalèrent-ils au Mission Control Center. Ok, on vous dit ce que c'est. Ils attendirent tendus la réponse de Houston. Le commandant pria pour que le directeur de vol n'annule pas leur descente, pour que cette alarme ne signale qu'un dysfonctionnement mineur. Ici Houston, vous pouvez l'ignorer. La mission continue. Les 2 astronautes continuèrent leur descente. Neil regarda par le hublot. Ils étaient à 5 km de la surface. Ils distinguaient désormais les détails du paysage. 4800 mètres d'altitude. Une seconde alarme clignota. Oh. Il fallait de nouveau qu'ils préviennent le Mission Control Center. On les rassura, c'était le même type d'indication. Rien de grave, ils pouvaient continuer. Non mais c'est une blague là. De quoi? Mais je m'égosille là, donc c'est à ça qu'on sert les alarmes en fait. Non mais... Donc en fait on crie, on fait peur à tout le monde, puis ça sert à rien. Bah non, c'est mais super, non, c'est pas que merci. ça sert à rien, c'est Comment que c'est je mieux. vis avec cette charge Non, mais mentale là, arrêtez, moi, non, d'inquiéter mais ramenez pas des sans sujets comme cesse ça. pour rien. Non, madame. mais à un moment Non, donné, non, en fait, attendez. si c'est à ça que je Non, non, sers, mais madame, moi je vais fermer madame. ma gueule. Moi je vous ai et puis laissé vous allez parler, vous rire je au vous bout ai d'un laissé moment. vous exprimer, C'est tout. vous me laissez Au vous bout d'un exprimer. moment, c'est Vous n'avez long. pas à alarmiste pendant... 500 mètres. Neil observant encore la surface à travers le hublot. Eagle s'est dirigé tout droit vers un cratère d'impact d'au moins 5000 mètres carrés. Il était parsemé d'énormes rochers. Il interrompit un instant le mode de pilotage automatique et passa en manuel. Alors, il n'avait plus le temps de freiner avant l'immense trou. Il fallait qu'il réussisse à le survoler avant de se poser. Il fit se pencher l'appareil vers l'avant pour augmenter la vitesse et réussit in extremis à dépasser l'obstacle. 200 mètres. Neil survola le cratère, leur navette allait trop vite et aucune surface plane n'était en vue. On reste à l'horizontale. Les rétros sont OK? C'est OK. OK. Les vitres, c'est OK? C'est OK. OK. La radio, c'est OK? Fly me to the moon, everywhere among the stars. You went on my winding line, no matter the Le carburant, c'est OK? 8%! Oh, Neil aperçut enfin un terrain pas loin où il pourrait tenter d'allunir. Il devait impérativement couper leur élan, sinon à une telle vitesse il s'écraserait. Il cabra d'un coup le module vers l'arrière. 1000 mètres. Il nous reste que 60 secondes de carburant avant l'unissage. Il ne se posait pas, c'était le crash. R2D2, R2D2. Catherine, elle, voyait les minutes défiler sans que la télévision ni la radio ne donnent la moindre nouvelle. Elle regarda nerveusement sa montre pour la 1000e fois. Il était 14h30. Tendue, elle jetait des coups d'œil à l'écran où des présentateurs maintenaient le suspense en interviewant des vacanciers à Cap Canaveral. Alors voilà, nous on est venus d'abord pour le gamin, quoi, parce que en fait c'est surtout lui qui est passionné de Grégory. Grégory!
Elle fit de nouveaux calculs sur son carnet, déjà couvert de chiffres et d'opérations. Chaque moment du vol correspondait à une équation reliant toujours plus de paramètres, comme Je t'assieds là. les rotations de la Lune sur elle-même et autour de la Terre. Elle était plus que jamais convaincue que les mathématiques racontaient l'univers. Mais les astronautes, eux, étaient enfermés dans leur module. Et les mathématiques ne les sauveraient pas en cas de panne. Ils auraient dû avoir déjà à l'Uni, mais que se passait-il? Mais il avait confiance. Ses gestes étaient précis, ses manœuvres lui semblaient familières, il était pourtant en terrain totalement vierge. 13 mètres d'altitude, vitesse à 1 mètre par seconde. Ils volaient assez lentement pour amorcer l'alunissage. Leur module soulevait déjà la poussière. À 5 mètres. Houston paniquait. Il ne leur restait que 30 secondes de carburant. Mais Neil restait très calme. Les mains sur la manette, l'appareil se posa doucement. Je vais juste... Je vais pas taper. La lumière de contact s'alluma sur l'écran de bord de Buzz. Le commandant pouvait couper les gaz. Oh, c'est l'allume-cigare. J'ai fait du mime. Bien joué. Neil félicita intérieurement Eagle pour cette manœuvre de chef. Bravo, l'oiseau. Ils étaient sur la Lune. Et le commandant se disait que les calculs des ingénieurs de la NASA étaient efficaces et leur trajectoire sacrément précise. Malgré le déclenchement de ces satanées alarmes, il s'était posé à seulement 7 km de l'endroit prévu. Il eut un élan de gratitude envers tous ceux qui travaillaient dans l'ombre pour que lui vive cette aventure. Il était temps d'informer le Mission Control Center de leur alunissage. Houston? Je fais quoi, je fais une blague? Ouais, c'est ça. Je sais pas. On a un colis. Faut descendre. Ah non, mais je suis con, ils savent, c'est moi qui appelle. Bon, pardon, Houston. Dis-le. Ici, la mer de la tranquillité. Eagle a aluni. Buzz et Neil se félicitèrent ensuite d'une poignée de main. Ah, sympa. Ah ouais, c'est sympa. Et d'une tape dans le dos. C'est sympa, Génial. c'est ça. Oh là, ouf. Il fallait qu'ils vérifient maintenant si le module était prêt pour un décollage d'urgence. La voix soulagée de Capcom du poste de contrôle Charlie Duck retentit. Reçu, tranquillité, nous comprenons que vous êtes au sol. Ici, il y a un paquet de types qui est en train de devenir bleu. Blue, like the Schtroumpf. You know the Schtroumpf? Yes, I know. You know Peyo, the auteur de BD. Yes, It's formidable. very good. With the Schtroumpf costaud, the Schtroumpf, Yeah. the Schtroumpf délicat. The Schtroumpfette. The Schtroumpfette, yes, is very alone par les temps qui courent. But, on respire à nouveau. Merci. Thank you. Next. Espace-temps. La télévision annonça enfin au monde entier que l'alunissage s'était bien déroulé. La manœuvre n'avait pas été des plus simples, mais Neil Armstrong et Buzz Aldrin avaient réussi à poser leur Eagle sur la mer de tranquillité à 7 km du lieu initialement prévu à 15h17. Paupières baissées, Catherine énumérait dans sa tête les missions que les 2 astronautes devaient encore remplir avant de sortir du LEM. La liste était longue. Il leur fallait vérifier si l'appareil était en état d'effectuer la phase de vol suivante, programmer l'ordinateur pour le rendez-vous en orbite avec Michael Collins, préparer leur exploration lunaire, poser leur combinaison spatiale, dépressuriser le LEM. Ils étaient même censés dormir un peu. Elle avait largement le temps de participer à la conférence organisée par l'ACA dans la salle de réunion de l'hôtel cet après-midi. Je vais en conf, moi, du coup, Adi. Tu vas en conf. Ouais. Tu vas. Mais attends. À tout à l'heure. Sarah, tu vas. Elle fait des propositions. Moi aussi, je vais en conf. De porte, bah c'est pas grave, je vais continuer. Pouf pouf. Comme des millions de personnes, Joylette et Joshua avaient allumé la télévision à la fois émus, anxieux, impatients. Depuis 4 jours, ils vivaient au rythme de ce périple dans l'espace.
Charles et Margaret étaient venus partager avec eux ce moment extraordinaire et célébrer ensemble la gloire de Catherine. Le monde entier était suspendu au premier pas de Neil Armstrong. Il était 21h30. Celui-ci ne devait pas tarder à sortir de leur module. Le vieil homme se cramponna aux accoudoirs de son fauteuil comme si lui aussi était dans la cabine du vaisseau. Que ressentaient les astronautes à cet instant précis? Neil Armstrong a allumé la caméra. Il est à l'écran. Il va marcher sur la Lune. Joshua avait un peu le vertige. Leur Benjamin avait tracé la trajectoire de la fusée qui avait permis un tel exploit. Catherine leur avait expliqué en quoi consistait son rôle le plus important. Calculer l'heure exacte à laquelle la navette d'alunissage devrait repartir pour être sûre de pouvoir se reconnecter au vaisseau Apollo 11. Si jamais elle s'était trompée, le module se perdait dans l'infinité de l'espace et les 2 astronautes à son bord mourraient. Toutefois, les 4 membres de la famille Coleman avaient une confiance totale dans le savoir-faire de leur fille, de leur sœur. Joshua se souvenait de la manie qu'elle avait de tout calculer dès son plus jeune âge. Elle comptait même le nombre d'arbres qui l'abattaient. Leur fille avait tenu tête au mépris trop souvent exercé contre les femmes, affronté le racisme véhiculé à l'encontre des Noirs et surpassé la tristesse de son deuil. Elle en avait rencontré des obstacles qui semblaient chaque fois s'être coalisés pour lui bloquer le passage. Et toujours, elle avait lutté. En tant que femme, elle avait combattu par la seule force de son esprit le refus des hommes de lui accorder la place qu'elle méritait. En tant que scientifique, elle avait combattu à travers ses prouesses le dénigrement de ses recherches par des ingénieurs injustes. En tant que noire, elle avait combattu de toute sa dignité le rejet et le racisme des Blancs. Il était impossible de bâillonner son esprit, comme il avait été impossible de lui barrer la route jusqu'à la Lune. À 21h56, une ombre fantomatique apparut enfin sur l'écran. Joshua saisit la main de sa femme. Quelle émotion! Cet homme était-il effrayé de se retrouver dans un autre monde que le sien? Quel héros, ce Neil Armstrong. Fasciné autant que frustré, le vieil homme plissa les yeux devant l'image. La combinaison de l'astronaute était difficile à distinguer dans la poussière grise. Le commandant du vaisseau descendit les escaliers et posa un pied, puis l'autre sur la Lune. Sa voix était brouillée par la mauvaise qualité des ondes radio. À 400 km de Wild Sulphur Spring, un frémissement parcourut les femmes qui entouraient Catherine. L'Amérique, le monde tout entier sautèrent de joie. Une clameur euphorique parcourut la terre. Cependant, personne ou presque ne savait que derrière ce premier pas se cachaient les calculs des femmes de la NASA, et en particulier ceux de Catherine. Une Catherine qui ne disait plus rien. Neil Armstrong décrivit son environnement aux millions de téléspectateurs suspendus à ses lèvres. Oui? Oui. Je la connaissais. Moi, je la connaissais, mais avec un Belge. La gorge nouée par l'émotion, Catherine ne quittait pas l'écran des yeux, bouleversée par les détails géologiques formulés par l'astronaute. Plus il les énonçait d'un ton scientifique, plus elle était émue. Neil Armstrong ne fanfaronnait jamais. Il n'aimait pas les simagrées. Il ne se mettait pas en avant. Elle se reconnaissait dans sa façon pragmatique de décrire l'événement et ce qui l'entourait. Elle aussi n'avait que le sentiment de faire son travail, point. Rien d'héroïque là-dedans. D'ailleurs, à l'écran, Neil Armstrong ne chômait pas. Il vérifiait déjà l'état du module et préparait ses missions de récolte de matière lunaire pendant que Buzz Aldrin descendait à son tour sur la Lune. Elle prit une grande inspiration.
un être humain marchait sur un autre astre que le sien. C'était l'exploration la plus extraordinaire de tous les temps. Cet instant de naissance à toute sa vie antérieure, le long fil qui la reliait à White Sulphur Spring se déroulait, toujours plus ample, se dénouait toujours plus loin, mais il restait le même. Elle ne bondit pas, comme le reste du monde devant ses premières images télévisées. Elle ne cria pas victoire comme ses amis de l'ACA. Il restait encore le retour. Les astronautes devaient se reconnecter au vaisseau en orbite lunaire où les attendait Collins, loin des caméras. Et ce rendez-vous spatial était une de ses principales contributions. Il mettait donc en jeu, une fois encore, sa responsabilité sur la vie des 3 hommes. Ses camarades quittèrent peu à peu la salle. Elle resta devant l'écran, seule, en tenant compte des accélérations et de la vitesse de la navette, de sa masse, de la perte de carburant et des rotations du satellite. Elle leur avait indiqué l'heure précise à laquelle le LEM devait quitter la surface lunaire. Son rôle dans cette manœuvre, elle ne l'avait pas abordé avec les femmes qui l'entouraient encore quelques instants plus tôt. Elle se sentait déjà trop sous pression. Et si elle s'était trompée ? Elle recalculait encore et encore dans sa tête, les angles s'esquissaient à l'infini. Elle se redressa et s'étira comme un lion qui s'éveille. Et s'ils ne se croisaient pas ? Et elle fit quelques pas sur la terrasse de l'hôtel et remonta le col de sa veste sur sa gorge. La nuit d'un bleu profond était fraîche, l'air était pur et vivifiant. Le seul bruit était celui du vent qui soufflait dans les arbres. Elle inspira un grand bol d'oxygène. Elle avait auparavant vaincu d'autres anxiétés, d'autres nécessités. Il lui avait fallu, sans aide aucune, résoudre des équations d'un genre nouveau, sans nul modèle, tracer des paraboles et des ellipses, inventer des trajectoires de vaisseaux qui franchiraient l'atmosphère, parcouraient l'espace sans gravité. Les silhouettes des montagnes se mêlaient à la nuit sous le croissant de lune. Si elle avait si souvent calculé le nombre de pas nécessaires pour atteindre la Lune quand elle était enfant, c'est qu'elle avait secrètement très envie d'y aller. Toute petite déjà, elle comptait pour réaliser ses rêves. À mesure qu'elle grandissait, les mathématiques lui avaient donné l'impression de rendre l'insaisissable de plus en plus familier, l'inconnu de plus en plus palpable. Adulte enfin, elle lui avait donné la force de bouger les lignes du monde. D'autres qu'elle avaient marché sur la Lune, mais c'était grâce à son travail. À leur manière, les mathématiques l'avaient propulsée tout là-haut, au milieu des étoiles. Un rossignol chanta dans les profondeurs de la forêt. Elle sourit à l'astre pâle. Puis ses yeux se posèrent sur l'étoile polaire. Elle attendait le moment où les astronautes seraient sains et saufs dans le Pacifique pour adresser un V de victoire à son Jimmy. Elle crut entendre sa voix résonner dans son esprit. Ils ont bien de la chance de t'avoir. La prochaine fois, tu traceras leur trajectoire à Mars, à ces hommes blancs. Ouais, elle allait s'y atteler. Elle allait s'occuper de Mars à partir de maintenant. Elle pinça l'air entre son pouce et son index, comme si elle tenait un fil invisible entre ses doigts. C'était le message qu'elle envoyait à ses parents, à White Sulphur Springs. De l'autre côté des montagnes, Joshua fit le même geste, sa manière de féliciter sa Benjamine, celle qui avait un jour essayé de compter le nombre d'arbres qu'il faudrait empiler pour aller jusqu'à la Lune. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Et ouais, vous pouvez garder des applaudissements pour l'autrice Carole Trébor. Bien joué. Voilà. J'ai roulé ma bosse. Voilà, c'est cool. Ouais, trop bien. Voilà. donc voilà, vous avez vu comment ils s'approprient et comment ils incarnent toutes ces scènes en rajoutant beaucoup de choses théâtrales. Donc si vous avez des questions aussi à poser aux comédiens, comédiennes sur leur manière de travailler, n'hésitez pas. Oui, est-ce qu'on connaît un petit peu des éléments de la vie, de la biographie, etc. Par exemple, parce qu'elle a fait une carrière universitaire. Alors, est-ce qu'elle est encore en vie ou... Alors, elle est morte en 2020. Oui, alors en fait, elle n'est pas devenue universitaire parce que c'était impossible en fait pour une noire aux États-Unis à ce moment-là. Il y avait très très peu en fait, quasiment pas de chercheurs.
Les premiers chercheurs noirs américains, c'est, je pense, vraiment dans fin des années 60, années 70, et encore très très peu. Et elle, en fait, quand elle a fait ses études, elle était extrêmement brillante. Il n'y avait quasiment pas de thèse possible en sciences pour les femmes et pour les femmes noires. Et même quand des Américains, noirs américains faisaient des thèses, il n'y avait pas de poste de chercheur. On sait par exemple qu'il y a un de ses profs qui s'appelait William Claytor, donc qui était un mathématicien immense, très très fort, dans une spécialité assez compliquée. Il a été même défendu par un de ses professeurs, directeurs de thèse blancs dans le nord des États-Unis, où donc il n'y avait pas la ségrégation, et malgré tout n'a pas eu de place. Donc en fait, on va dire les gens très très doués devenaient profs dans des universités ségrégées, voilà, mais pas chercheurs dans des grandes universités. Ça, c'était pas possible. Et ce qui a été possible, c'est qu'en 1943, Roosevelt, pendant la Seconde Guerre mondiale, a déségrégué les administrations parce qu'il avait besoin aussi de personnel noir. Donc, il a déségrégué la NASA, qui était encore la NACA, qui était spécialisée dans l'astronautique, dans l'aéronautique à ce moment-là, pas encore dans l'aérospatiale. Comme il a déségrégué, il y a des Noirs américains qui ont commencé à y travailler. Les hommes étaient essentiellement techniciens parce qu'ils n'avaient pas le droit d'être ingénieurs, même s'ils en avaient les capacités. Et les femmes étaient donc, ce que je disais tout à l'heure, calculatrices. Donc elles n'avaient pas de responsabilité, mais c'était des femmes qui pouvaient être quand même assez fortes en maths, mais on leur proposait seulement des missions de calcul. Et en fait, ce qui s'est passé pour Katherine Johnson, qui arrivait en 1953, elle, à la NACA, c'est qu'il y avait donc Dorothy Vaughan, la responsable des femmes noires américaines qui travaillaient à la NACA, qui parfois déléguait à certaines femmes quand il y avait des missions compliquées dans certains départements. Et donc certaines femmes noires allaient parfois travailler dans des missions ponctuelles. Et elle a été envoyée à la direction de développement d'aérodynamique. Voilà. Et en fait, à ce moment-là, elle a fait ses preuves. Elle a réussi, enfin ce que je raconte dans le roman, elle a réussi à prouver, en fait, d'une certaine manière, elle a osé proposer, toujours dans la douceur, toujours dans une forme en restant vraiment dans son domaine scientifique. Et en 4-5 ans, c'est 1953, oui, en 3-4 ans, elle a tellement fait ses preuves qu'au final, on a fini par l'associer au travail d'écriture, de recherche des trajectoires. Donc, elle a travaillé avec des ingénieurs sur ces équations parce qu'en fait, c'était un génie, notamment en maths. J'ai un trou de mémoire. C'est quoi les mathématiques des trajectoires Non, c'est en analyse. Non, c'est un autre terme, c'est pas grave. Il est dans le roman, mais là j'oublie. Ceux qui font les travails sur les équations pour faire ce qu'elle a beaucoup travaillé justement. Oui, voilà, en géométrie analytique. Elle était extrêmement douée en ce qu'on appelle la géométrie analytique. Et donc en fait, là où elle a particulièrement fait ses preuves, c'est à un moment, il y a eu un crash d'un petit avion dans ce département d'aérodynamique. Et aucun ingénieur n'arrivait à trouver les preuves du crash et de trouver pourquoi il s'était crashé. Ils avaient la boîte noire, etc., mais ils ne trouvaient pas les raisons. Et en fait, Katherine Johnson a osé y aller en disant, sachant que quand elle est arrivée dans ce département, on l'a pris pour la femme de ménage parce qu'elle avait son carton avec ses livres, etc. On croyait que c'était la femme de ménage qui rangeait. Et parce que voilà, une femme noire, c'était pas pensable qu'elle soit quand même admise à travailler dans ce département parce qu'elle avait déjà fait ses preuves. Elle s'est installée, elle a commencé à travailler dans ce département, mais elle était méprisée parce qu'il y avait une énorme misogynie quand même par rapport à une femme, et un certain nombre de scientifiques venant du Sud étaient aussi extrêmement racistes. Donc il y avait un mélange des deux. Et donc là, quand il n'arrivait pas à trouver la preuve du crash, et elle a dit, est-ce que je peux essayer ? Alors évidemment, tout le monde a un peu rigolé en disant, si les meilleurs ingénieurs de la NASA n'ont pas trouvé, comment vous trouveriez, vous ? Elle a dit, laissez-moi 3 jours avec la boîte noire, je vais essayer de trouver. Et là, elle a mis en œuvre toutes ses connaissances de géométrie analytique pour démontrer et trouver la preuve du crash. Et elle a montré qu'en fait, il y avait un gros avion qui était passé avant le petit avion qui s'était crashé, qui avait laissé des turbulences dans l'air et que ça faisait comme un mur invisible contre lequel s'était crashé le petit avion. Donc ça, elle l'a prouvé. Et à partir de ce moment-là,
on a commencé à lui confier des missions de plus en plus importantes. Donc elle a fini par effectivement calculer les trajectoires des paraboles, des ellipses de l'aérospatiale avec un ingénieur. Voilà. Mais le premier rapport qu'elle a fait là, sur ce crash, elle ne l'a pas pu le signer, par exemple. Mais la force qu'elle avait, Catherine Johnson, c'est que là, elle ne s'est pas braquée, elle a rien dit, c'était pas quelqu'un qui se rebellait, elle n'était pas, voilà, elle n'aurait pas fait partie, plein de manières différentes de combattre contre des injustices. Il y a ceux qui se sont battus politiquement pour les droits civiques, etc. Elle a dit, ok, là je ne signe pas, mais on me donne une responsabilité. Ce qui m'intéresse, c'est d'avoir des responsabilités. Et donc elle a continué à travailler comme ça, et puis à la fin, dans un respect, elle a fini par vraiment être extrêmement importante dans le département. Voilà, ça s'est passé comme ça. Il y a un film, ah oui, il y a un film qui a été fait sur son histoire qui l'a popularisé. J'ai oublié le nom du film. Oui, il y a un film. Voilà, les femmes de l'ombre. Figure signifiant à la fois silhouette et chiffre. Oui, mais en français, ça avait été traduit par les femmes de l'ombre. C'est un film assez récent, enfin, qui date de, je sais pas, 6-7 ans, quelque chose comme ça. Vous l'avez peut-être vu et qui a rendu, enfin, qui a popularisé, qui a rendu l'histoire de cette femme et de quelques autres femmes d'ailleurs aussi, noires, qui avaient travaillé pour la NASA et qui faisaient des calculs, pas exactement ce que vous avez raconté. On voit d'ailleurs dans ce film que les toilettes sont encore ségrégées. Et quand elle doit aller aux toilettes, elle part à l'autre bout du bâtiment, sous la pluie, et que son chef, qui est joué par le beau Kevin Costner, ne comprend pas pourquoi elle n'est pas là, l'accuse de prendre une pause, voilà, jusqu'au jour où il comprend, et puis là-bas, enfin, il y a une scène, il casse, il abat la Sachant que voilà, le film, il est chouette, c'est un film hollywoodien, très bien, mais il y a beaucoup en fait, d'erreurs historiques, mais qui ont été voulues par les scénaristes pour que ce soit plus romanesque, etc. Parce que quand on fait de la fiction, on a le droit finalement, chaque auteur, chaque romancier ou chaque scénariste peut décider là où il fixe la limite de sa vérité historique. Et par exemple, dans le film, ces filles sont enfants, alors qu'en fait, le film se passe en 1962, pendant le premier voyage dans l'espace de John Glenn. Et c'est 60. C'est en février 61. Peut-être. Avec il faudra que je revérifie mon roman, mais pour moi c'est 62. Alors peut-être 61, c'est possible. Oui. Faut que j'ai écrit le roman il y a longtemps, donc peut-être c'est 61, je ne sais plus. Donc du coup, en gros, il y a ce premier voyage dans l'espace, et au moment d'entrer dans la fusée, il a peur en fait des résultats qui ont été calculés par les ordinateurs, parce que c'est les tout premiers ordinateurs qui étaient immenses. Et donc il demande, parce qu'il a entendu parler de cette femme noire américaine qui est très douée, elle est déjà à ce moment-là quand même dans ce département de vol, et donc elle va tout recalculer, c'est comme ça qu'elle va se faire connaître, parce qu'elle va valider les résultats des ordinateurs. Mais en 62, en fait, dans le film, ça se passe en 62, ça se passe à ce moment précis. On voit effectivement aussi une ingénieure noire américaine qui, elle, travaille vraiment sur le dynamisme des avions, dans les souffleries. On voit Dorothy Vaughan aussi, qui est donc la responsable de ces femmes noires américaines à la NACA puis à la NASA, qui, elle, va se spécialiser en informatique, parce que les femmes, en fait, ont été dans les premières à faire de l'informatique au départ. Et puis, effectivement, il y a un certain nombre d'erreurs. Par exemple, en 62, il n'y a plus les WC séparés. Toute cette scène très fictionnée dans le roman a existé, mais avant 58, avant la transformation de la NACA en NASA. À partir du moment où ça devient la NASA, les WC ne sont plus séparés, notamment grâce à Catherine et grâce à son chef de division qui s'oppose à ça. Donc il y a un certain nombre d'erreurs dans le film, qui ne sont pas gênantes parce qu'on apprend plein de choses dans ce film et c'est très beau, mais voilà, une fois qu'on voit la réalité chronologique n'est pas respectée, ni sur l'âge de ses enfants, ni sur ce genre de détails pour rendre la fiction plus forte. Donc, voilà. Ni l'incident avec la police de la route, où les motards finissent par escorter triomphalement les mathématiciens dans la bonne vieille logique hollywoodienne. Exactement, c'est ça. C'est ça, on est vraiment dans la logique hollywoodienne. Et d'ailleurs, dans le film, c'est un homme blanc qui finalement quand même résout, c'est Kevin Costner, etc. Donc les choses sont beaucoup plus compliquées et surtout se sont étendues sur beaucoup plus d'années
que juste sur cette année 62. Voilà. Oui. Après l'alunissage, qu'est-ce qui s'est passé pour elle? Est-ce qu'elle a continué à produire des analyses? Lesquelles? Et combien de temps? Qu'est-ce qu'elle est devenue? Ah oui, elle a continué à travailler très longtemps après 69. Elle est restée vraiment mathématicienne pour la NASA. Elle a effectivement travaillé sur Mars. Elle a quand même Donc si ça se trouve, si un jour on va sur Mars, il y a des choses qui s'appuieront sur ce qu'elle a fait dans les années 70-80. Elle a arrêté de travailler à 75 ans peut-être, quelque chose comme ça. Elle a travaillé tard. Et après, elle a passé 15 ans de sa vie, jusqu'à ses 90 ans, à sillonner les routes des États-Unis, à aller dans des campus et dans des universités pour parler notamment aux filles en leur disant qu'elles sont aussi bonnes en maths, en physique que les garçons, en technologie, etc. Elle a vraiment œuvré sur cette ouverture-là. Et d'ailleurs, ces filles sont profs de maths et travaillent aussi dans les domaines scientifiques. Donc elle a dû arrêter en 90, je pense, de faire ce travail-là, et elle a quand même encore vécu après plus de 10 ans. Donc voilà. Les maths conservent. Oui, je voulais faire une petite remarque. Vous avez parlé de l'informaticien, effectivement, il y a eu un rôle fondamental de, vous connaissez Margaret Mitchell, qui a verrouillé les logiciels, notamment pour l'administrage, et a priori sans elle, c'est pas sûr qu'ils auraient pu se poser sur la Lune. Oui. Et la deuxième remarque, c'est pour la mise en scène. Voilà. Il y avait une certaine dramaturgie lors de l'administrage, c'était plutôt le calme qui régnait dans l'univers. Et évidemment, Armstrong qui avait un sang-froid totalement inhumain, exceptionnel. Il ne restait plus qu'une vingtaine de secondes pour choisir le message quand il a appris en manuel. Je voulais savoir comment vous avez discuté pour la mise en scène à ce moment-là, parce que c'est un petit peu, c'est un parti pris probablement de cette mise en scène dans l'administrage, mais ça ne coïncide pas vraiment avec ce qui s'est passé. Oui. Alors, il y a plusieurs choix. Enfin, en fait, la mise en scène, elle est fondée sur effectivement sur l'idée aussi de faire rire. Après, il me semble qu'il y a des fois où on le fait, où vous êtes plus calme sur ce moment-là de pile du moment d'alunissage, peut-être. C'est possible, parce que dans le roman, c'est effectivement très dans la réalité des faits. On n'est pas du tout dans... Voilà. Mais c'est ça, c'est l'idée de rajouter de l'humour aussi sur ce moment-là. Je pense, hein, c'est un choix effectivement. C'est ça, puis le texte, comme le texte le prend en charge, et que dans le roman, il insiste quand même sur le côté qu'il est effectivement très calme, qu'elle-même a de l'admiration pour lui parce qu'elle partage son sérieux, ces choses-là. Nous, comme on joue plutôt cette chose-là aussi devant des enfants, des choses comme ça, on trouvait ça marrant justement de faire un peu l'inverse, et comme on joue aussi les comédiens qui qui sont très loin de ces personnages-là, voilà, c'est aussi cette distance-là qui nous faisait marrer. Et pour le coup, on le joue comme ça parce que le texte dit tout le contraire aussi, quoi. Et c'est ce décalage-là qu'on a essayé de chercher, quoi. On a aussi justement fait le choix de rendre plutôt comique toutes les scènes du vaisseau spatial, de Neil et Buzz, parce que c'est justement ce que les gens connaissent. Enfin, là, la preuve en est qu'en fait, on connaît les détails de tout ça. Et du coup, on s'est dit que c'était plus intéressant de garder le sérieux et le récit sur Catherine Johnson. Et du coup, ce qu'à ce moment-là, elle se disait, parce que ça, on y a moins accès forcément, quoi. C'est plutôt technique ce que j'ai dit. Ah oui, plutôt, oui. Oui, complètement. C'est vrai. Mais nous, ce que nous aimait bien, c'était de prendre un peu comme un endroit d'enfance, en fait, où on joue un peu. Donc, c'est ça. En fait, là aussi, dans l'écriture du roman, tu es parfois dans la tête des astronautes ou dans la tête de Catherine Johnson. Donc, les astronautes, à ce moment-là, quand ils ont la sirène dans le LEM, ils ne savent pas forcément que c'est parce qu'il y a un problème de saturation des ordinateurs. Eux, ils n'ont pas encore cette réponse, tu vois. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas le dire, tu vois, au moment de la lecture.
Mais c'est intéressant de le savoir. Est-ce qu'il est vrai qu'ils ont failli exploser dans un cratère énorme? C'est vrai ça? Alors, le cratère, oui, ça c'est vrai par contre. Oui. Il a dirigé manuellement à la fin. Tout est vrai, c'est-à-dire là, moi je me suis vraiment, dans l'écriture du roman, calquée sur la réalité de cet alunissage totalement incroyable. Et c'est vrai que Armstrong était vraiment quelqu'un d'extraordinaire, et à tous les niveaux d'ailleurs, parce qu'humainement, c'est aussi quelqu'un d'extraordinaire qui a fini chercheur à l'université, qui a détesté la surmédiatisation et la politisation de ce voyage lunaire, qui était vraiment quelqu'un, il était protestant, dans une grande humilité, il avait un rapport à tout ça qui était, c'est sa place, il se trouve qu'il est là, mais il n'avait pas de... C'était quelqu'un qui n'était pas fier, qui n'était pas... C'était quelqu'un de très intéressant humainement, c'était une belle personne en fait, je pense vraiment, de tout ce que j'ai lu sur lui, et en plus d'être effectivement un génie lui aussi à sa façon. Donc tout s'est passé effectivement, il est passé en manuel, il ne serait pas passé en manuel, ils étaient morts. Il a effectivement fait un travail d'une précision incroyable. Et oui, ils se sont vraiment posés 7 km après l'endroit prévu, ce qui prouve aussi tout ce que dit, la qualité énorme des calculs des trajectoires. Enfin, voilà. Parce qu'il faut une énorme précision quand même, parce que après, quand ils repartent, ils doivent rejoindre le vaisseau qui est lui-même en rotation. Donc tout ça, et c'était l'enjeu le pire pour Katherine Johnson aussi, en effet. Ce redécollage de la Lune et de retrouver ce vaisseau qui tournait, et d'être assez précis pour que repartir au bon moment, enfin c'est énorme. C'est énorme. J'ai l'impression que vous êtes autant documenté sur la NASA que sur l'héroïne de votre Le temps de travail, d'ailleurs je vais vous montrer quelques documents si vous... Non, je pense qu'au final quand même le temps de travail sur la documentation c'est le plus sur Katherine Johnson, parce que là vous voyez vraiment, pareil, nous on a une lecture qui doit durer 40 minutes, parce qu'au total ça dure entre 1 heure et 1 heure et demie selon le temps de débat, mais en fait il faut imaginer que là vous voyez, vous avez les 2 premiers chapitres et le gros dernier chapitre, mais au milieu il y a toutes les écoles qu'elle a fait, il y a des scènes même de cours de maths avec des personnages de profs de maths qui sont assez extraordinaires, qui l'ont aidée quand elle était à l'université. Il y a son mariage, il y a tous ses débuts à la NACA, justement, avant que ce soit la NASA, il y a toutes les scènes. Donc en fait, c'est quand même... Non, la majorité des recherches étaient sur Katherine Johnson. Après, à partir du moment où j'ai décidé de faire ce gros chapitre sur l'alunissage, à travers elle, à travers son inquiétude, à travers sa vérification de calcul, etc., là, j'ai forcément aussi fait des recherches sur l'alunissage. Mais non, le gros travail de recherche était sur Catherine, quand même. Je peux vous montrer quelques documents, si vous voulez. Voilà, ça, du coup, c'est justement les livres, tous les livres que j'ai consultés, enfin une partie, et notamment, du coup, voilà, c'est sur les mathématiques, mais le plus important, on ne le voit pas. Si, c'est lui. Ça, en fait, les figures de l'ombre, là, ils ont mis la couverture du film, mais au départ, c'est un livre d'histoire, en fait, c'est une sociologue historienne noire américaine qui s'appelle Margaret Lee Shetterly, qui a écrit, qui est fille d'un ingénieur de la NASA noir américain et qui a fait des recherches pendant des années, justement, sur ces femmes noires américaines qui ont travaillé à la NASA. Donc, si le sujet vous intéresse, ça, c'est le livre, en gros, qui a inspiré le film, mais qui est le livre d'histoire sur ces femmes-là. Voilà, elle a fait énormément de travail, et ça a été une source très, très importante. Alors, comment je retourne en arrière? Là? Oui. Voilà, ça, donc c'est ce que vous avez vu au début, ça c'est Catherine. Et donc pareil, là on ne le voit pas dans la lecture, parce que quand on fait une lecture, on centre aussi sur certains personnages. Mais elle avait donc 3 frères et sœurs très importants pour elle, qu'on découvre dans le roman. Et donc ça, c'est elle avec sa famille. Et c'est elle, cette petite fille très sérieuse, voilà, avec ses frères et sœurs. Ça, c'est Catherine à 12 ans. Voilà.
Ça donne une idée de à quoi elle ressemble. Et ça, c'est Catherine donc en 1935. Donc à ce moment-là, elle est déjà, je pense, prof de maths. Parce qu'en fait, avant d'être, ça se raconte aussi dans le roman, avant d'être à la NASA, elle a été pendant très longtemps, justement, alors qu'elle était absolument un génie en maths, mais elle a été longtemps prof de maths à Marion, dans une ville de Virginie, voilà, avec son mari qui était prof de chimie, Jimmy, et qui a, parce qu'il était assez moderne, quand ils ont su qu'elle pouvait aller à la NACA, il a laissé tomber son métier, il l'a suivi jusqu'à l'anglais, la base de la NACA, et il est devenu peintre en bâtiment, et pour qu'elle puisse, elle, faire son boulot de mathématicienne. Ce qui était assez moderne de sa part. Et il est malheureusement mort d'une tumeur au cerveau en 1956, je crois. Mais elle s'est remariée après, justement, avec Monsieur Johnson. Voilà, ça, c'est l'université Greenbrier. Donc, c'est aussi dans le roman, il y a pas mal de scènes dans cette université qui était, pas Greenbrier, pardon, je suis fatiguée. C'est l'université ségrégée de Virginie occidentale qui est à Institute, donc qui a été créée parce que effectivement après la fin de l'esclavage, on avait énormément de Noirs américains qui se retrouvaient libres, mais à qui il fallait trouver des métiers aussi. Donc on a créé un certain nombre d'universités qui étaient réservées aux Noirs américains et qui étaient souvent très liées à la technique, puisqu'il y avait peu de, ce que je disais tout à l'heure, de débouchés de haut niveau pour les Noirs américains. Mais le problème, c'était où créer ces facultés ségrégées, parce que pas tout le monde ne voulait accueillir de fac pour les Noirs. Et donc là, c'est une histoire assez intéressante, parce que cette université est créée sur un territoire qui est en fait possédé par une famille en fait, où il y a du métissage, c'est-à-dire où un ancien propriétaire d'esclaves s'est marié avec une de ses esclaves, a fait des enfants qui se sont partagés les terres. Et donc, c'est dans des terres qui appartiennent à une famille de métis. Et donc, ils ont accepté la construction de cette faculté ségrégée sur leur terre. Voilà. Par contre, les facs étaient mixtes, beaucoup plus vite aux États-Unis qu'en France, déjà dans les années 20. Ça, c'est donc c'est un peu long, mais... Voilà, c'est le nom qui m'avait échappé, c'est le West Virginia State College, le nom de cette faculté ségrégée. Donc là, c'est une promo là, de jeunes femmes étudiantes au West Virginia State College, qui est un grand bâtiment comme ça en briques rouges derrière. Et là, dans le roman, je raconte aussi comment ils ont fait pour financer, ça c'est la base de l'anglais, pour financer les études de leurs enfants, les parents de Catherine, parce qu'ils étaient quand même assez pauvres. Son père était bûcheron, paysan, il possédait 1 ou 2 chevaux et une petite parcelle de maïs, mais ils n'avaient absolument pas de quoi payer des études à leurs enfants, et donc en fait ils ont vendu la ferme pour que leurs enfants puissent aller faire leurs études. Et ça c'est l'anglais, donc au moment où c'était encore une base aéronautique. Donc là, vous voyez, c'est des grands entrepôts avec des souffleries pour tester l'aérodynamisme des avions, des pistes d'atterrissage. Et donc, il y a le bâtiment des femmes de couleur qui est là. Et effectivement, à ce moment-là, il faut traverser tout ça pour aller aux toilettes, quoi. Les frères et sœurs Alors, donc, elle a un frère qui était passionné aussi et donc qui a été technicien dans l'aviation. On le sait, notamment, il a rejoint un des premiers bataillons de techniciens pendant la Seconde Guerre mondiale, où il a commencé à y avoir quelques soldats noirs américains. Il est mort au moment de la guerre de Corée, mais comme il n'y a pas écrit qu'il est mort en tant que soldat, je ne sais pas la cause de sa mort, et Catherine n'en a jamais parlé. Donc, je ne sais pas. Il y avait des bataillons de noirs aussi pendant la guerre de Corée, mais on ne sait pas. Je ne connais pas les causes de sa mort. Et sa sœur, qu'elle adorait, est devenue institutrice à White Sulphur Spring, d'ailleurs, là où ils ont grandi. Et son autre frère était technicien. Je crois que c'était ça. Ça, c'est un exemple de soufflerie d'aérodynamique dans la base de l'anglais. Donc avec le souffle qui sort de là.
les premiers avions, ça c'est les avions de la fin des années 20, qui étaient souvent des biplans d'ailleurs, avec 2 ailes. Donc ça c'est l'ANACA, donc l'ancêtre de la NASA, quand c'était l'aérodynamique, le sigle de l'ANACA. Voilà, le fameux bâtiment des Colored Computers, jusqu'en 58 donc. La première capsule, du coup, pour aller dans l'espace, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est là, il y a des films passionnants à voir, hein, je vous conseille, il y a L'étoffe des héros, qui est absolument génial, parce que justement, ça démantèle toute la construction politique, idéologique autour de la conquête spatiale, et justement, ça montre, là, vous voyez, il n'y a pas du tout d'ouverture de hublot, et au départ, les astronautes étaient vraiment considérés comme des espèces de cobayes, presque, qui allaient tester ce que c'était que d'être dans l'espace. On se fichait complètement qu'ils puissent voir le paysage, l'étudier, le montrer, enfin en parler, etc. Et c'est eux qui se sont battus en disant mais il faut qu'on puisse voir où on va, et puis après il faut aussi qu'on puisse piloter, parce qu'au départ on pensait juste leur faire des allers-retours comme des animaux, quoi, comme d'ailleurs les premiers animaux malheureusement qui sont allés dans l'espace. Et donc ça a été tout un combat qui est très bien raconté dans L'étoffe des héros, que je vous conseille si le sujet vous intéresse. Alors, ça, c'est juste pour montrer. Du coup, ça, c'était une fois qu'elle était à la NASA. Donc, vous demandiez si elle est restée connue. Donc, elle est restée, effectivement, elle est devenue très connue à partir du moment où... Ah bah c'est ça, c'était en 62, j'avais bien noté ça, moi. Elle est devenue très connue à partir du moment où elle a, comme dans le film, donc confirmé le fait que le calcul de l'ordinateur était bon. En 62, elle bascule dans autre chose. Et ça, c'est son badge de chercheuse à la NASA. Voilà, là, vous voyez, c'est Catherine dans les années 70, donc qui était déjà une figure quand même de la NASA à ce moment-là. Voilà. Et pour finir, donc ça, c'est drôle aussi parce que c'est avec un computer, comme on dit. Voilà. À quoi ça ressemblait dans les années 70. Et ça, pour finir, parce que quand on voit ce qui se passe aux États-Unis aujourd'hui, on se dit que ça allait mieux quand même à cette époque-là. Car bientôt, peut-être, on effacera même Obama de l'histoire officielle des États-Unis, au point où on en est. C'est donc, voilà, là, elle a reçu en 2015 la médaille présidentielle, qui est la plus importante médaille américaine, donc des mains de Obama, et ça c'était son deuxième mari, et là elle a 2015, vous voyez, elle est déjà, je sais pas, elle doit avoir 95 ans ou quelque chose comme ça. Et alors ce qui est drôle, c'est que souvent quand je montre cette image à des élèves de 4e, 3e, ils sont tous très étonnés parce qu'elle est blanche, et effectivement les peaux s'éclaircissent avec l'âge. Voilà. Beaucoup de Noirs américains sont aussi de couleur très... Là, oui, elle est métisse, mais quoi qu'il arrive, effectivement, elle est métisse, hein, de toute façon. Son histoire est racontée, elle a des ancêtres de différentes, aussi des premiers peuples, etc. Mais voilà, par rapport aux questions qu'on me pose. Voilà, c'était des petits en plus.